Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chosville à l'antenne, toujours très content de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Alors que depuis février 2022, nos grands médias couvrent quotidiennement la guerre inique lancée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine, il n'a guère été question de l'autre agression inique, celle d'Ilham Aliyev contre le peuple arménien. Or, cette dernière agression a bel et bien précédé la guerre d'Ukraine, puisque c'est en septembre 2020 que le régime azerbaïdjanais a attaqué le Haut-Karabakh, connu sous le nom d'Artsakh par tous les Arméniens, ceux de ce territoire et ceux d'Arménie, bien sûr, mais aussi tous ceux de l'énorme diaspora arménienne répartie à travers le monde. À toutes fins utiles, rappelons que la majorité des hommes et des femmes qui composent cette immense diaspora ne sont autres que les descendants des survivants du génocide perpétré en 1915-1916 par le pouvoir turc de l'Empire ottoman finissant durant la Première Guerre mondiale. Ces survivants étaient ceux que les Turcs d'aujourd'hui, à commencer par le premier d'entre eux, Recep Tayyip Erdogan, qualifient avec un cynisme sans nom de « reste du sabre », c'est-à-dire ceux qui avaient échappé à la folie meurtrière des dirigeants turcs et de la populace assoiffée de sang qui avait été lancée contre les voisins arméniens. Depuis la fin de la guerre des 44 jours en novembre 2020 et depuis le déclenchement de la guerre d'Ukraine, les provocations armées azerbaïdjanaises n'ont jamais cessé et nombre de paysans ou de soldats arméniens ont été tués par des tirs en provenance des lignes tenues par l'armée de Bakou, que ce soit en Artsakh ou sur la frontière internationalement reconnue séparant l'Arménie de l'Azerbaïdjan. Pire, depuis décembre 2022, un blocus hermétique a affamé les 120 000 hommes, femmes et enfants qui peuplaient ce qui restait du territoire de l'Artsakh libre. De tout cela, il a été fort peu question dans nos grands médias. Il aura fallu attendre que le dictateur corrompu de l'Azerbaïdjan envoie ses troupes à l'assaut de l'Artsakh le 19 septembre dernier pour que cette crise humanitaire transformée en offensive militaire ne fasse enfin la une de nos grands médias. Depuis, c'est surtout la fuite éperdue des habitants de l'Artsakh qui attire l'attention médiatique internationale. Il aura donc fallu attendre ce dénouement catastrophique, cette tragédie sans nom de tout un peuple fuyant une terre sur laquelle il vivait depuis des millénaires, pour qu'enfin nos grands médias parlent de la situation en Artsakh et en Arménie. L'espace de quelques jours, l'Ukraine n'était plus la seule à occuper la une de nos quotidiens et de nos journaux télévisés. Poutine n'était plus le seul méchant. Aliyev l'avait enfin rejoint dans le club des fauteurs de guerre. Que l'on ne me méprenne pas. Je ne prétends pas qu'il faille se désintéresser de la situation en Ukraine, même si je trouve choquant que les autorités de Kiev aient pris le parti de l'Azerbaïdjan contre les Arméniens, et ce, depuis le début de la guerre des 44 jours et jusqu'aux événements de ces derniers jours. La position morale ukrainienne est indéfendable. Comment peut-on se plaindre des agissements russes envers l'Ukraine tout en soutenant ceux de l'Azerbaïdjan envers l'Arménie et le Haut-Karabakh? Pour ma part, j'ose prétendre qu'il faut toujours soutenir le pot de terre contre le pot de fer. C'est pourquoi je n'ai pas hésité un seul instant
avant d'afficher ma solidarité la plus totale et la plus constante envers les peuples ukrainiens et arméniens. La souffrance d'un peuple ne saurait effacer celle d'un autre peuple. L'indignation ne devrait jamais être sélective. Il n'y a pas que nos grands médias qui se soient enfin réveillés ces derniers jours. Les chancelleries sont elles aussi quelque peu sorties de leur léthargie en ce qui concerne le peuple arménien. Dans le domaine diplomatique, la France est en pointe. Sa ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est même rendue en Arménie ces jours-ci. N'oublions pas que lors de la guerre des 44 jours, en 2020, cette même ministre n'avait pas pris parti. Elle n'avait pas hésité à renvoyer dos à dos agresseurs et agressés, alors que sur le dossier ukrainien, la position française a toujours été claire. Il y a bien un agresseur, la Russie de Poutine, et un agressé, l'Ukraine. Durant son voyage en Arménie, la ministre française a changé de position en apportant le soutien de la France, en offrant une aide humanitaire et une aide humanitaire aux réfugiés de l'Artsakh, bien sûr, et allant même jusqu'à promettre une aide militaire à l'Arménie pour faire face aux menaces en provenance de l'Azerbaïdjan. Tout cela est bel et bien, mais cela arrive bien tard. Je dirais même beaucoup trop tard. L'Artsakh a été rayé de la carte. Le nettoyage ethnique est accompli. La quasi-totalité de la population de ce territoire est arrivée en Arménie. Et très cyniquement, j'oserais même demander à la ministre Colonna comment elle compte acheminer l'aide militaire de la France vers l'Arménie. L'Arménie, comme chacun sait, est un pays enclavé. Il n'a aucun accès à la mer. Au sud, il partage une longue frontière avec la Turquie, qui soutient, je dirais même plus, qui incite le régime de Bakou contre l'Arménie. Au nord, il y a la Géorgie, une autre terre chrétienne du Caucase. Mais le gouvernement de ce pays est tenu par un parti pro-russe, et je doute fort qu'il puisse autoriser le transit de l'aide militaire française vers l'Arménie. À l'est, n'en parlons même pas. C'est l'Azerbaïdjan qui reçoit de son côté quantité d'armes et d'équipements modernes de la part de la Turquie et d'Israël. Reste un voisin au sud qui semble être quelque peu bienveillant à l'égard de l'Arménie. Il s'agit de l'Iran. Madame Colonna a-t-elle l'intention de négocier avec le régime des Mollahs pour faire parvenir à l'Arménie l'aide qu'elle a promise à ce pays? Je rappelle que la République islamique est soumise à un strict régime de sanctions de la part de l'Union européenne et que la France entretient avec Téhéran des relations exécrables. D'autant que plusieurs de ses ressortissants sont arbitrairement détenus dans ce pays. Certes, il y aurait bien l'option aérienne, beaucoup plus rapide et aussi beaucoup plus coûteuse. Mais les pays voisins que je viens de citer autoriseront-ils le survol de leur territoire par des avions de transport militaire français? Rien n'est moins sûr. Et de toute façon, dans ce domaine, Moscou aura certainement son mot à dire. Et dans le contexte actuel, il ne sera certainement pas positif. La promesse de la ministre risque donc fort de n'être qu'une promesse qui ne pourra jamais être tenue. J'ai dit que la position française était en pointe, et c'est bien le cas, car les autres pays de l'Union européenne ne se sont pas précipités, c'est le moins qu'on puisse dire, pour prendre position en faveur d'Erevan
ou pour condamner l'agression azerbaïdjanaise. L'Allemagne a été bien timide sur cette question, ainsi que l'Union européenne elle-même. Il est vrai que Mme Ursula von der Leyen, ancienne ministre allemande et présidente de la Commission européenne depuis 2019, de surcroît candidate à un nouveau mandat, Mme Ursula von der Leyen, donc, fait les yeux doux au dictateur Aliyev, et ce, depuis le début de la guerre d'Ukraine. Elle a même fait le déplacement de Bakou durant l'été 2022, afin d'y signer de gros contrats gaziers pour suppléer au gaz russe qui ne devait plus être importé. Durant son séjour en Azerbaïdjan, elle n'a pas tari d'éloges pour ce pays et pour son président, qualifié de partenaire privilégié en qui l'Union européenne pouvait avoir confiance. La triste ironie de cette relation suspecte, avec un régime corrompu et fauteur de guerre, et que ce soi-disant gaz azerbaïdjanais est en fait du gaz russe, revendu de surcroît plus cher à l'Europe par le régime de Bakou. Dans ce dossier, Mme von der Leyen pourrait donc se voir décerner, s'il existait, le prix Nobel de l'hypocrisie. Face aux besoins européens de gaz et même de pétrole, il est douteux que l'Union européenne adopte des sanctions contre l'Azerbaïdjan, comme elle en a pris contre la Russie. Peut-être la France devrait-elle donner l'exemple, afin de prouver le sérieux des propos tenus à Erevan par sa ministre des Affaires étrangères, en annonçant qu'elle renonçait à acheter du gaz et du pétrole en provenance d'Azerbaïdjan. Je suis hélas convaincu que Paris ne prendra jamais une telle mesure, qui serait pourtant certainement plus efficace que l'annonce de livraison d'armements qui n'auront jamais lieu, pour les raisons que je viens d'expliquer. Pour ma part, depuis le 18 septembre, je suis hanté par mes souvenirs de l'Artsakh, où je m'étais rendu juste après la fin de la guerre des 44 jours. C'était en décembre 2020. À l'époque, j'étais allé sur place afin de participer à l'acheminement de médicaments collectés en Corse et aussi pour témoigner de notre solidarité envers ce petit peuple du Caucase, menacé dans son existence même. Pour moi, les choses étaient, et sont toujours, on ne peut plus claires. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes devrait toujours prévaloir sur le droit international et la sacro-sainte intangibilité des frontières, en particulier des frontières héritées du colonialisme, que ce colonialisme soit français, britannique, belge, portugais, chinois ou, dans le cas qui nous préoccupe, soviétique. Car, ne l'oublions jamais, c'est bien Staline, l'un des deux plus grands criminels du XXe siècle, qui plaça arbitrairement le Haut-Karabakh en Azerbaïdjan afin de diviser pour régner. Depuis la capitulation des autorités artsakiotes face à la supériorité militaire des forces de Bakou, je ne cesse de regarder à la télévision ou sur Internet les images de cette ville, Stepanakert, une ville dont j'avais arpenté les rues en décembre 2020. Des images ô combien désespérantes, celles d'une ville abandonnée, désertée par ses habitants, où l'on voit des soldats azerbaïdjanais arracher et piétiner les drapeaux de la République d'Artsakh et détruire les panneaux indicateurs en langue arménienne. Le nettoyage ethnique se double en effet d'un effacement du caractère arménien de cette ville et de tout le reste du territoire conquis. La capitale de l'Artsakh a même été rebaptisée, comme l'ont été tous les autres villes et villages de ce territoire qui portent désormais
des noms authentiquement azéris. Pire, l'occupant n'a pas hésité dans un cynisme démentiel à donner à la principale artère de Stepanakert le nom d'un boucher turc, Enver Pacha, celui-là même qui, en 1915, planifia et orchestra le génocide contre la population arménienne de l'Empire ottoman. Le message ne saurait donc être plus clair, et il dément les propos rassurants des autorités de Bakou quant à l'intégration pacifique de la population du territoire. Pour moi, encore une fois, les choses sont très claires. C'est bien une entreprise génocidaire à laquelle nous sommes en train d'assister. Impuissant. Ilham Aliyev est en train d'achever, plus d'un siècle plus tard, le travail entrepris par Enver Pacha et ses sbires, c'est-à-dire l'éradication complète des Arméniens du territoire conquis par ses troupes. La population en a été chassée, et je n'ai aucun doute que les églises et les ratchkars, ces énormes stèles sculptées en forme de croix, seront bientôt rasées, comme cela avait été le cas dans les années 90 au Nakhitchevan, un autre territoire anciennement arménien. Pire, je m'attends aussi à ce qu'Aliyev lance sa soldatesque à l'assaut de l'Arménie proprement dite, tant il n'a jamais fait mystère de ses intentions d'annexer la province méridionale de ce pays afin d'établir une continuité territoriale avec le Nakhitchevan et la Turquie. Aujourd'hui, c'est dans une quasi-indifférence internationale, 108 années après le génocide de 1915, que le peuple arménien fait à nouveau face à un péril mortel. Je vous remercie, chers amis, d'avoir prêté attention à mes propos et surtout pour les partager autour de vous afin que l'indifférence internationale à laquelle je faisais allusion à l'instant ne soit pas totale et que tous ensemble, nous puissions dénoncer avec force ce nettoyage ethnique et ce génocide entrepris par les autorités de Bakou avec le soutien de la Turquie. Merci et à la semaine prochaine.